Bienvenue sur notre webinaire donc IP, rendez-vous de l'IP comme ingénierie patrimoniale. Donc nous sommes aujourd'hui lundi, au lendemain de la nouvelle élection au Parlement. Le résultat, nous avons une nouvelle présidente qui est la même, un Premier ministre qui est le même, sauf que nous avons maintenant un Parlement sans majorité absolue et un gouvernement démissionnaire de transition. Donc, en quelques mots, ce que l'on peut dire, c'est que nous sommes dans l'incertitude la plus totale, tant sur le point budgétaire que fiscal. Alors, dans ce contexte, nous avons souhaité, avec Anna Tikhonova, qui est notre responsable IP au sein de Cogefi, de faire un petit point avec vous aujourd'hui sur le sujet de la transmission et de la succession. Quels sont les outils à notre disposition à ce jour? Je laisse sans attendre la parole à Anna. Merci Jean-Philippe. Bienvenue à tous à notre webinaire consacré à la transmission du patrimoine et notamment aux outils qui sont à notre disposition pour transmettre le patrimoine. Mon rôle en tant qu'ingénieur patrimonial consiste à trouver des solutions en fonction bien sûr de la situation de chaque personne et proposer ces solutions en vue de remplir plusieurs objectifs. Un des objectifs, c'est bien sûr réduire la charge fiscale, mais il y a également un deuxième objectif qui est la transmission du patrimoine. Le but de ces webinaires, en fait, c'est de partager avec vous quelques outils de la transmission patrimoniale. J'ai bien dit quelques outils parce que le but, c'est de ne pas faire, je souhaite pas faire un inventaire de tous les outils qui existent. Je souhaite partager avec vous les principaux outils qui sont faciles à mettre en place. Nous avons délibérément exclu le pacte du trade de cette présentation, puisque selon nous, il faut lui consacrer un chapitre particulier parce qu'il s'agit effectivement d'un outil très puissant et ça fera l'objet d'un nouveau webinaire qu'on organisera en printemps, en automne, à la rentrée, voilà, et qui sera consacré vraiment à la transmission du patrimoine, à transmission de l'entreprise, d'un chef d'entreprise. Voilà, donc ça sera à la rentrée. Donc, sans trop tarder, effectivement, on vous présente ici le sommaire de notre présentation. Donc, on va parler des présents d'usage, on va parler des donations, de la transmission via une société civile et enfin, on parlera également de l'assurance vie et notamment du démembrement d'une clause bénéficiaire. Voilà. Pour commencer, donc les présents d'usage. Qu'est-ce que c'est qu'un présent d'usage? Il s'agit tout simplement d'un cadeau offert à l'occasion d'événements familiaux. D'accord? Donc, c'est un outil très puissant puisqu'il peut être réitéré, mais il faut qu'il soit manié avec une très grande prudence. Il y a deux conditions qui encadrent les présents d'usage. La première condition, il faut que l'usage soit reconnu. Donc, il faut qu'il s'agisse d'un cadeau d'anniversaire, de naissance, de mariage, de fiançailles, de baptême ou bien sûr les cadeaux de fin d'année. Et la deuxième condition, il faut que la valeur soit relativement modique. Donc la valeur est appréciée en fonction de la situation de fortune du donateur, de son train de vie et de ses habitudes. Ok, donc ce critère de proportionnalité est très important puisque effectivement, il ne faut pas que le présent d'usage soit une manière d'éviter le paiement des droits de donation. Et effectivement, la loi ne fixe pas de limite en termes de présent d'usage. C'est la jurisprudence qui est venue encadrer la pratique de présent d'usage et notamment ce qu'il est admis, c'est que le présent d'usage peut représenter 2% du patrimoine de la personne à l'occasion d'un cadeau exceptionnel. En ce qui concerne des cadeaux récurrents, il faut que ça représente la jurisprudence a validé le pourcentage qui est de 2,5% en termes de revenus imposables. Voilà, donc il faut bien respecter ces conditions puisque sinon, donc le présent d'usage peut être remis en cause, il peut être requalifié en donation déguisée, avec le paiement bien sûr des pénalités pour avoir du coup omis de déclarer la donation.
Alors, sur quoi peut porter le don? Le don peut porter sur tout type, toutes sortes d'actifs. Donc, il peut s'agir bien sûr, de l'argent, des bijoux, des tableaux, mais effectivement, ça ne peut pas porter sur des biens immobiliers. Qui est-ce qui peut faire des présents d'usage? Ce sont des parents, des grands-parents. Récemment, il y a une jurisprudence qui date de mois d'avril 2024 qui a validé, enfin les juges de fond ont validé le présent d'usage d'un chef d'entreprise à destination d'un collaborateur qui partait à la retraite. Il y a eu un arrêt de la Cour d'appel parce que l'administration fiscale, du coup, a été déboutée de ses droits. Donc, elle a fait un appel, l'administration fiscale a fait un appel devant la Cour d'appel et l'arrêt de juge de fond a été annulé au motif que le présent d'usage est intervenu, en fait, le départ à la retraite est intervenu 22 mois après le présent d'usage. Donc, il y a ce principe quand même de concomitance qu'il faut être respecté. Donc, si on fait un présent d'usage, il faut que l'événement soit le jour même ou très rapproché. Voilà, donc il faut bien respecter ces dates-là et voilà. C'est ça qui fait que on évite en fait la requalification en donation déguisée. Les conséquences de la qualification de présent d'usage. Tout d'abord, il y a une conséquence civile puisque les présents d'usage échappent du coup aux règles de donation. Ils ne sont ni rapportables à la succession ni réductibles, quand bien même leur valeur évoluerait sensiblement. D'accord. Et fiscalement, ils ne sont pas soumis au droit de mutation à titre gratuit. Attention, donc dans l'arrêt que je vous ai indiqué, donc d'avril 2024, il y a eu une requalification en donation déguisée, puisque effectivement le cadeau a été offert à une date qui était du coup très éloignée de l'événement. Donc le départ à la retraite a eu lieu 22 mois après. Et comme voilà, vous devez le savoir, effectivement, les tiers, ils sont imposés à 60%. Donc le collaborateur qui a reçu la somme d'argent de son employeur a été taxé à 60% avec les pénalités appliquées les pénalités de 40%. Voilà, donc ça peut être très dangereux. Donc il faut vraiment respecter les règles que je vous ai indiquées pour que ça soit bien considéré en tant que présent d'usage. Voilà, sans trop tarder, donc intéressons-nous maintenant aux donations, parce qu'effectivement, le deuxième outil qui est très puissant en termes de transmission, c'est bien sûr la donation. Tout d'abord, donc les donations aux enfants, les enfants peuvent chacun recevoir jusqu'à 100 000 euros par parent, sans taxation, bien sûr, et tous les 15 ans. Et au-delà, le barème s'applique, le barème effectivement qui va de 5 à 45%. La donation peut être une donation simple. La différence en fait entre la donation simple et la donation partage, puisque vous avez sans doute entendu parler de la donation partage. Donc la différence entre les deux donations, c'est que dans le premier cas, donc dans le cas de donation simple, elle est rapportable à la succession et la valeur de la donation est appréciée au jour de la succession. Ça veut dire que si vous avez donné 100 000 euros à vos deux enfants, si un des enfants a investi l'argent en achetant sa résidence principale qui vaut au jour de la succession 300 000 euros, et le deuxième enfant qui a pris l'argent et qui a tout dépensé, et ben, il y aura le recalcul qui sera fait pour équilibrer du coup les droits des enfants. Voilà, donc, et celui qui a tout gaspillé profite bien sûr de l'enrichissement constitué par l'autre enfant. Voilà, donc ça c'est le premier type de donation. Deuxième possibilité, c'est bien sûr la possibilité de donner la somme d'argent. Donc vous pouvez donner la somme de 31 865 euros en liquidité. Le mécanisme est assez simple, donc il y a juste deux conditions qui doivent être respectées. La première condition, il faut que le donateur, donc celui qui donne, soit âgé de moins de 80 ans. Et la deuxième condition, il faut que le donataire, celui qui reçoit, soit majeur.
Donc, et pareil que dans le premier cas, la donation peut être renouvelée, le don de somme d'argent peut être renouvelé tous les 15 ans. Le montant, c'est 31 865, voilà. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que donc c'est les parents qui peuvent donner les sommes d'argent, mais c'est également les grands-parents qui peuvent faire un don de liquidité. Pareil, le montant est de 31 865 euros. Ensuite, donc, qui peut recevoir les donations? Par exemple, le conjoint ou le partenaire pacsé peut également recevoir la donation. Donc, le conjoint peut recevoir jusqu'à 80 724 euros sans taxation. Et cette donation est également renouvelable. Ces donations sont également renouvelables tous les 15 ans. Au-delà, le même barème s'applique. Voilà. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut que l'opération soit motivée par une réelle intention libérale. Il ne faut pas qu'il y ait une réappropriation ou de refinancement des projets communs. Donc ça, c'est une règle très importante à avoir en tête. Les donations ne peuvent bien sûr pas porter sur les biens qui appartiennent en commun. Il faut qu'elles s'apportent effectivement sur des biens personnels de l'époux. Quelles sont d'autres manières de protéger son conjoint, puisqu'on parle souvent de la protection, de la recherche de protection du conjoint. Vous savez sans doute que les conjoints, donc dans le couple marié, les conjoints sont exonérés de droits de succession. Et à la succession du conjoint, le conjoint survivant a droit soit à un quart en pleine propriété, soit la totalité en usufruit. Donc, s'ils ont des enfants communs, donc ils auront ces deux possibilités. S'ils n'ont pas d'enfants communs, si il y a des enfants du premier lit, le conjoint survivant n'aura droit qu'à un quart en pleine propriété. Donc, voilà, donc ça réduit énormément les droits du conjoint survivant. La solution qui existe pour augmenter les droits du conjoint survivant, c'est la donation entre époux, à distinguer de la donation dont je viens de vous parler, de la donation de 80 724. Ce n'est pas la même chose. Donation entre époux, il s'agit donc effectivement d'un acte authentique. Donc, c'est un acte qui doit être établi devant le notaire et qui permet d'élargir les droits du conjoint. En ce qu'il prévoit, l'acte prévoit que le conjoint survivant pourra opter soit à la quotité disponible, qui est fixée, comme vous le savez, sans doute en fonction du nombre d'enfants. Donc, si les conjoints ont un enfant, la quotité disponible représente la moitié. Si les conjoints ont 2 enfants, la quotité disponible est de 1/3. Et si les conjoints ont 3 enfants, la quotité disponible est de 1/4. Ensuite, donc, la deuxième solution, c'est que le conjoint peut panacher entre la pleine propriété et l'usufruit en optant pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Et la troisième solution, c'est la totalité en usufruit. Mais donc, vous voyez, donc, pour un couple qui ont des enfants non communs, il y a une possibilité d'élargir les droits du conjoint. Ensuite, le troisième type de donation, c'est la donation en nue propriété. Donc, il s'agit d'une donation qui permet en fait de garder la possession du bien. Donc, ça permet également de réduire bien sûr la base taxable, puisque la donation ne portera que sur la nue propriété, qui est fixée en fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc, quelqu'un qui a 55 ans, les enfants ne paieront les droits que sur 50%. Voilà, donc ça permet bien sûr donc, à l'usufruitier de percevoir les fruits, donc les revenus, si le bien est loué par exemple. Et pour les enfants, les nus propriétaires, ça permet de bénéficier de l'accroissement de valeur, puisque l'accroissement de valeur est transmis sans fiscalité, puisque on considère que le nu propriétaire devient propriétaire au jour de la donation, quand bien même l'entrée en possession est retardée jusqu'au décès des usufruitiers, mais on considère qu'effectivement l'origine de la propriété intervient au moment de la donation. La donation en nue propriété permet également de continuer à gérer les biens en percevant des revenus. Voilà, donc c'est un moyen simple d'avantager les enfants sans prendre la possession, sans perdre la possession des biens. Le seul bémol, c'est que
dans le cadre d'une donation en nue propriété, si on veut vendre le bien, il faut demander l'accord des nus propriétaires. Voilà, donc ça c'est un petit peu contraignant, mais on peut lever ce verrou grâce au recours à la transmission via une société. Donc on peut imaginer un scénario suivant. Donc on crée une société civile avec plusieurs enfants. Dans un second temps, on Anna, est-ce que procède. je peux vous Oui, intervenir parce bien que, sûr, pour revenir au slide précédent, bien sûr. j'avais quand même deux questions sur la première. Si aujourd'hui, donc on est le 19 juillet, on souhaitait faire un don, donation à ses enfants, bon, comment est-ce que ça se passe? Parce que là, on a une nouvelle assemblée, on va avoir un projet de loi de finances au mois d'octobre. Est-ce que donc une donation maintenant pourrait être remise en cause par donc un nouvel gouvernement? Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a une deuxième question sur la donation. Est-ce qu'on peut donner à ses petits-enfants, hein? J'ai entendu parler de la transgénération, une donation transgénérationnelle. Voilà, donc deux questions sur ces donations. D'accord. Donc, pour répondre à la première question, donc en matière de droit des successions, il n'y a pas de principe de rétroactivité de la même manière. Enfin, si on compare avec une loi en matière des revenus, qui elle peut être rétroactive puisqu'elle s'applique à l'ensemble de l'année, pour les droits de succession, il n'y a pas ce principe-là. Donc, il n'y a pas de rétroactivité. Donc, la donation, si on réalise la donation aujourd'hui, elle ne sera pas remise en cause. Donc là-dessus, le principe est toujours le même. Donation ne sera pas remise en cause donc ce principe ne peut pas être remis en cause parce que c'est un principe constitutionnel. Voilà. Et pour répondre à votre deuxième question, donc, est-ce qu'on peut faire une donation directement aux petits-enfants, donc une donation transgénérationnelle? C'est tout à fait possible. La loi prévoit effectivement la possibilité aux grands-parents de faire des donations directement aux petits-enfants. Donc, c'est bien ça s'appelle bien donc la donation transgénérationnelle. L'avantage, c'est qu'effectivement, on saute de génération et on peut effectivement avantager les petits-enfants. La seule condition à cette donation, c'est qu'il faut que les enfants, donc la génération intermédiaire, donnent leur accord parce que les donations s'imputent sur leur réserve héréditaire. Voilà, c'est la seule condition, mais c'est bien sûr, c'est tout à fait possible de faire une donation transgénérationnelle. Voilà, Et directement aux petits-enfants. dans ce cas de figure, quels sont le barème applicable à une transgénérationnelle? Parce que j'imagine que si on a déjà prévu une succession avec les donations, eh bien les droits sont déjà payés. Si on bascule sur une transgénérationnelle, y a-t-il des nouveaux droits à payer en fait? Comment ça se passe? Alors, oui, il y a des droits à payer, bien sûr. Il y a un abattement qui s'applique pour les grands-parents qui est de 31 000. Mais bien sûr, au-delà de ce montant-là, il y a des droits à payer. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'on peut, donc c'est par petits-enfants, donc si vous avez plusieurs petits-enfants, on peut multiplier les abattements. Voilà, on peut multiplier les exonérations jusqu'à l'abattement de 31 865. Ok, merci beaucoup. Attends. Ok, ça marche. Je vous en prie. Pour continuer, donc au niveau de la création, au niveau de la transmission via une société civile. Donc l'objectif, c'est donc de créer une société civile avec plusieurs enfants. Pourquoi est-ce que c'est avantageux de créer une société avec plusieurs enfants? Ben, tout simplement parce que ça permet de partager les parts de manière égalitaire. Alors, si par exemple, admettons, vous avez un bien immobilier et vous souhaitez le transmettre à vos enfants, à vos 3 enfants, par exemple, admettons, vous ne pouvez pas diviser le bien puisqu'il ne s'agit qu'un seul bien. Par contre, si vous mettez dans une société civile, là, vous pouvez faire une donation et donation partage et du coup, vous pouvez allotir vos enfants de manière égalitaire. L'avantage, c'est que la prise de valeur future serait transmise. L'intérêt de recourir à une société civile, tout simplement, ça permet de préserver la gestion et assurer la continuité du patrimoine.
L'avantage de recourir à ce type à une société civile, c'est de bénéficier de la souplesse des statuts, parce que dans une société civile, on peut insérer des clauses de manière assez libre. Donc, vous avez une possibilité, par exemple, de prévoir pour les gérants de, des pouvoirs les plus étendus qui permettent, par exemple, de céder le bien sans l'accord des autres associés. Et donc, le verrou que je vous ai évoqué tout à l'heure, à savoir l'accord des nus propriétaires, peut donc être levé grâce au statut de la société civile. La société civile permet de distinguer entre la propriété et le pouvoir de gestion. Et c'est un outil qui permet aussi d'éviter les situations d'indivision, parce qu'on considère qu'en mettant les biens dans une société civile, on évite indirectement l'indivision. Voilà. Le conseil que je donne lorsque les clients souhaitent créer une société civile, c'est de garder les parts en pleine propriété, puisque effectivement, comme ça, on s'assure d'avoir le statut d'associé. Parce qu'il y a pas mal de jurisprudence en matière de démembrement des parts qui n'attribuent pas la qualité d'associé à l'usufruitier. Donc, le fait de garder les parts en pleine propriété permet du coup d'avoir pleinement la qualité d'associé. Voilà, donc les usufruitiers vont toucher des revenus et les nus propriétaires deviendront les pleins propriétaires au décès des usufruitiers. Dans le cas où l'usufruit a été souscrit par un conjoint, au décès, du coup, on peut prévoir la réversion de l'usufruit au profit du conjoint survivant. Quelles sont les formalités et les frais? Alors, en matière de l'immatriculation de la société, les frais applicables sont d'environ de 1 000 €. Alors, les formalités maintenant, les formalités, il y a bien sûr au moment de l'apport du bien à la société, si on crée une société au préalable et si on apporte les biens déjà existants, on peut avoir une plus-value à payer, puisque entre le moment où le bien a été acquis et le moment où on apporte le bien peut être du coup peut être valorisé, peut avoir une plus-value importante. Donc là-dessus, il faut bien sûr faire une simulation pour déterminer si c'est avantageux ou pas d'apporter le bien à la société, parce que si la plus-value est importante, on peut peut-être retarder un petit peu le moment d'apport et notamment pour bénéficier de l'exonération, puisque comme vous savez peut-être, la plus-value est exonérée au bout de 30 ans, donc totalement, en termes de prélèvements sociaux et impôts sur le revenu. Voilà, donc on peut peut-être avoir, il faut faire une simulation pour déterminer si c'est avantageux ou pas d'apporter le bien à la société. On peut également faire une acquisition via une société civile. Donc, ça veut dire que si vous avez un bien, si vous souhaitez acheter un bien voilà, vous hésitez entre la détention directe ou via la société, si vous souhaitez, il y a bien sûr cette possibilité d'acquérir le bien via une société civile. Pour cela, il suffit d'immatriculer la société. Vous pouvez signer le compromis de vente tout en prévoyant une clause de substitution. Et au moment au moment de l'acte définitif de vente, la société deviendra propriétaire, puisque effectivement on a prévu dans le compromis la clause de substitution au profit de la société. Ensuite, pour continuer sur les formalités, donc il y a une formalité qui consiste à déclarer les revenus de la société, si bien sûr il y a des revenus, donc si la société a des revenus fonciers. S'il n'y a pas de revenus, alors il y a quand même une formalité donc, il y a une nécessité de déposer une déclaration 2072 l'année de constitution. Après, donc, on peut demander la dispense pour les années d'après, mais la première année, cette déclaration est indispensable. Et bien sûr, depuis l'année dernière, il faut souscrire la déclaration des biens immobiliers. Pour cela, il faut créer l'espace professionnel pour la société. Voilà. Anna, une petite question, parce que je vois le point, pas d'obligation de tenir une compta pour Oui. les sociétés à l'IR. Très concrètement, quelle fiscalité est-ce qu'on choisit à l'IR ou à l'IS?
Ça, c'est une question. Et en ce qui concerne le régime Murphy, peut-il s'appliquer à la société civile, en fait? Mhm. Alors, euh, alors, pour la première question, donc, effectivement, on peut opter à l'impôt sur à un peu sur les sociétés au lieu de l'impôt sur les revenus. C'est un choix qui est fait au moment de la constitution de la société. L'avantage d'une option à l'impôt sur les revenus, c'est que c'est assez simple, donc il n'y a pas de comptabilité à faire. Il y a juste une nécessité de convoquer une assemblée générale ordinaire 6 mois après la clôture de l'exercice. Voilà, donc il y a une certaine souplesse lorsqu'on opte à l'IR. En revanche, il y a bien sûr des avantages d'une option à l'IS. Les avantages sont notamment la possibilité de déduire les charges. Donc, il y a une possibilité de déduire pas mal de charges, y compris les amortissements. Donc, ça aboutit à ce que le résultat soit vraiment très bas, voire déficitaire. La société civile à l'IS est imposée à un taux qui est très favorable, qui est de 25%, alors que quand on est taxé à l'impôt sur le revenu, par transparence, ça remonte aux associés. Et si les associés sont taxés au taux marginal qui est de 45%, bien sûr que c'est une charge qui est très importante pour eux. Et il ne faut pas oublier qu'il y a également les prélèvements sociaux de 17,2% qui s'appliquent sur les revenus fonciers. Donc oui, D'accord. ça peut être très avantageux d'opter à l'IS. Attention cependant, en cas de revente des biens, si vous revendez le bien alors que vous avez opté à l'IS, la plus-value est plus forte puisqu'on réintègre tous les amortissements que vous avez déduits. Voilà, donc c'est le seul petit bémol. Et donc, il faut bien réfléchir lorsque vous optez à l'IS. Il faut bien sûr se dire que le bien qui est acquis sera gardé pendant longtemps. Donc, voilà, il faut pas le vendre. Il faut pas le vendre dans les années qui suivent, en fait. Il faut vraiment s'engager sur une longue période si on veut opter à l'IS. Voilà, donc on a terminé. Ah, pardon, Jean-Philippe, vous avez également posé une question concernant la transmission Non, non, c'était plutôt et sur le régime non, non, Murphy. c'était, oui, c'est le régime Murphy, oui. C'est Voilà, ça. Donc, le régime voilà. Murphy, oui, alors le régime Murphy, c'est un peu différent. Donc, là, nous sommes dans le cas d'une société civile, d'accord? Donc, qui a un objet civil qui consiste à détenir le bien immobilier et de le gérer. Le régime Murphy s'applique plutôt pour des sociétés opérationnelles, pour des sociétés commerciales, d'accord? Et il faut qu'il y ait deux sociétés. Donc, il faut qu'il y ait deux sociétés à l'IS. Donc, une société mère, comme on appelle la société mère, effectivement, et la deuxième société, société fille. Il faut que les deux sociétés soient à l'IS, il faut que la mère détient au moins 5% de la société fille. Et à ce moment-là, effectivement, vous avez le régime mère-fille qui s'applique, qui permet d'exonérer la remontée des dividendes de la société fille à la société mère. Il y a uniquement le forfait de frais et charges représente 5% qui est imposé. Mais effectivement, c'est un régime très avantageux, mais qui s'applique plutôt pour des sociétés opérationnelles. Voilà, on n'est pas dans ce cas de figure, mais la question est effectivement très intéressante pour les entreprises commerciales. Ok, merci. Je vous en prie. Euh, alors, donc, maintenant, intéressons-nous à l'assurance vie, il s'agit effectivement d'un outil très puissant en termes de transmission, puisque la transmission par assurance vie permet, si les primes sont versées avant 70 ans, il y a une exonération qui est prévue, qui est de 152 500 jusqu'à jusqu'à 152 500 les enfants ou les conjoints. Les conjoints, ils sont totalement exonérés, mais les bénéficiaires, pardon, sont exonérés jusqu'à 152 500. Et au-delà, il y a une taxation qui est favorable, qui est de 20% jusqu'à 700 000 euros. Et au-delà, vous avez 31,25% qui s'appliquent. Donc, les capitaux versés en cas de décès ne font pas civilement partie de la succession de l'assuré. Donc, effectivement, ils sont traités à part. Et ils ne sont pas soumis aux règles du rapport et de la réduction.
En revanche, il ne faut pas que ça soit considéré comme les primes manifestement exagérées. C'est le seul tempérament qui est prévu. Euh, alors, l'assurance vie permet aux souscripteurs de disposer librement des sommes investies par l'exercice de la faculté de rachat, parce qu'effectivement, l'assurance vie permet de capitaliser les revenus et seule la partie gain est taxée. Vous avez un régime qui est favorable, qui est très favorable, qui s'applique au bout de 8 ans en matière de la fiscalité, puisque vous avez un abattement qui est prévu de 4 500 pour une personne célibataire et de 9 200 pour le couple marié. Et vous avez le taux d'imposition qui est de 7,5%. Un autre avantage considérable d'assurance vie, c'est la possibilité de modifier, de changer les bénéficiaires tant que le bénéficiaire de l'assurance vie ne l'a pas accepté. Voilà. Donc, effectivement, les primes versées avant 70 ans présentent un certain avantage en termes de la transmission. Et ce qu'il faut également noter, j'insiste effectivement, c'est que les 152 500, c'est par bénéficiaire. D'accord? Donc, vous pouvez effectivement prévoir plusieurs bénéficiaires et ils seront exonérés jusqu'à 152 500. Anna, du coup, j'en profite parce que on sait tous que il est nécessaire de faire de prendre toutes ces précautions avant l'âge de 70 ans. Donc concrètement, que se passe-t-il après 70 ans si je fais des versements, hein, et voilà, quel est le traitement de ces versements après 70 ans? Alors, après 70 ans, le régime devient moins favorable puisque il n'y a plus d'abattement de 152 000 comme dans le premier cas, mais il y a un abattement qui est de 30 500. Cependant, il s'agit d'un abattement global, donc c'est pas par bénéficiaire, c'est le seul abattement, le seul et unique abattement qui est prévu pour les primes versées après 70 ans. Donc ça devient beaucoup moins intéressant. Les capitaux versés ne font pas partie de la succession, donc ils sont traités à part. Ils ne sont pas soumis aux règles du rapport et de réduction. S'ils sont versés au conjoint, ils ne sont pas taxés. Okay. Il y a quand même un avantage, puisque c'est assez réducteur de dire que lorsqu'on verse les primes après 70 ans, qu'on ne peut plus faire des versements après 70 ans, c'est un peu réducteur parce qu'il y a quand même un avantage de verser les primes après 70 ans, puisque si, admettons que vous avez un contrat et vous avez des plus-values importantes, eh ben, les droits de succession ne s'appliqueront que sur les primes versées et pas sur le gain. D'accord? Donc, ça, c'est très important à avoir en tête parce que, effectivement, seules les primes sont taxées et pas les gains, en fait. Donc, c'est là où ça peut être avantageux et on peut, par exemple, envisager la souscription un contrat d'assurance vie après 70 ans et verser les primes après 70 ans en privilégiant les actifs un peu plus risqués mais qui donnent un rendement plus important. Voilà, ou bien, par exemple, on veut effectivement attribuer les primes, au conjoint à travers donc la clause bénéficiaire au profit du conjoint. Donc ça, c'est aussi une solution. Donc on peut pas tout à fait on peut pas considérer que les primes versées après 70 ans, c'est pas du tout intéressant puisqu'il y a quand même des avantages à faire ce genre de versement. Voilà. Un autre moyen, en fait, de transmettre aux enfants et d'alléger la fiscalité, c'est le démembrement de la clause bénéficiaire. En fait, le démembrement de la clause bénéficiaire permet la poursuite de deux objectifs. Le premier objectif, c'est la transmission au conjoint, puisque le démembrement de la clause bénéficiaire permet de faire en sorte que le conjoint survivant devient l'usufruitier des capitaux décès au moment du décès du premier conjoint et les enfants deviennent nus propriétaires au moment du décès du premier conjoint. Donc les droits ne seront payés que sur la nue propriété des capitaux décès, donc qui sont déterminés en fonction de l'âge de l'usufruitier. Et sera constituée ce qu'on appelle une créance de quasi-usufruit.
une créance de quasi-usufruit qui permettra ensuite, si les capitaux d'essai sont entièrement dépensés, aux enfants de faire valoir cette créance au moment du décès du second conjoint, puisque ça va être considéré comme une dette déductible des droits du passif du deuxième conjoint décédé. Donc, ça permettra en fait de réduire les droits de succession. Oui, Anna, il y a une petite question sur le casier du fruitier. Créance de casier du fruitier, autrement dit, est-ce que le casier du fruitier a une obligation de restituer le capital qu'il aura en fait consommé à un moment ou à un autre, quoi? Alors, il n'y a pas d'obligation de restituer les capitaux. Il y a une obligation de restituer une créance. Ça veut dire que si, admettons, tous les capitaux sont dépensés, eh ben, le conjoint ne va pas verser, du coup, il restera plus rien au moment de la succession, mais les enfants vont récupérer ce qu'on appelle une créance de restitution qui sera en fait déduite de la succession de leurs parents, du parent décédé, et qui représentera en fait une dette. En fait. Donc c'est en soi, en fait, il n'y a pas d'obligation de restituer les capitaux, mais il y a une obligation de restituer la créance, en fait, simplement. Si, admettons, donc ça arrive bien souvent que le bénéficiaire, donc le nu propriétaire, doit acquitter donc les droits de succession et il n'a pas de liquidité. Donc, qu'est-ce qu'on peut prévoir dans ce cas de figure? On peut prévoir la clause dans la clause bénéficiaire, lorsqu'on rédige le démembrement de la clause bénéficiaire, on peut prévoir une clause selon laquelle le quasi-usufruitier, donc le conjoint survivant, doit consentir un prêt au nu propriétaire d'un montant égal au droit qu'il va devoir acquitter. D'accord? On peut aussi, donc on peut prévoir donc, que le prêt donc, sera remboursé au décès du quasi-usufruitier par compensation avec la créance de restitution. On peut également prévoir que le prêt sera prélevé sur les capitaux d'essai avant versement au quasi-usufruitier. Donc, au moment de payer, les droits de donation, donc lorsqu'on constate une créance de quasi-usufruit, on prélève, en fait, on prélève le montant sur le capitaux transmis au conjoint survivant. Donc, c'est tout à fait possible de prévoir ce genre de clause. La compagnie d'assurance doit remettre au nu propriétaire une attestation de versement des capitaux au profit de quasi-usufruitier. Et ce qui est important à noter aussi, c'est que l'usufruitier et le nu propriétaire doivent établir, lors du dénouement du contrat, donc lors de la constatation de la créance de quasi-usufruit, une convention de quasi-usufruit. Donc, il faut bien respecter cette condition puisque ça permet en fait de protéger les droits de nu propriétaire et de constater une créance qui pourra être du coup déduite de la succession au moment de décès de l'usufruitier. La stratégie qu'on peut conseiller, en fait, c'est de fixer, de désigner les enfants en tant que bénéficiaires à hauteur de 152 500 et au-delà, on peut prévoir le démembrement de la clause bénéficiaire avec toutes les conséquences que je viens de vous expliquer. Voilà, donc effectivement, n'hésitez pas si vous voulez revoir les clauses bénéficiaires ou si vous voulez avoir des conseils sur les stratégies patrimoniales, ou si vous voulez faire un audit patrimonial, n'hésitez pas à nous solliciter. On est bien sûr à votre disposition. Je mets le slide avec nos coordonnées, donc vous pouvez nous appeler, nous contacter par mail. On sera ravis de vous aider à répondre à vos questions et d'établir votre audit patrimonial. Merci à tous pour votre attention et nous vous proposons un prochain rendez-vous de l'IP donc à la rentrée de septembre. Très probablement, nous interviendrons au moment du projet de loi de finances pour commenter des décisions qui pourraient être prises ou les décrets qui pourraient être pris à l'Assemblée. Mais chaque chose en son temps, nous vous souhaitons un très bon été. Au revoir. Bel été à vous. Au revoir.